Bonsoir. Merci d'être ici. Lundi, j'ai acheté une boîte de mouchoirs au supermarché à côté de la crèche de mon fils. En fait, j'avais plusieurs choix. Soit la boîte de mouchoirs qui permettait de sauver la forêt amazonienne, soit une autre boîte de mouchoirs sur laquelle était écrit « Petit geste, gros impact ». Alors en pensant à la soirée de ce soir, j'ai pris ça. Et puis je suis arrivé au rayon des chips. Il y avait 37 saveurs différentes. Poulet rôti barbecue, oignons caramélisés, crabe au beurre salé. Et j'ai choisi finalement celui qui promettait de réduire de 40% ses émissions de CO2. C'est bien, non ? Mardi, j'ai reçu dans ma boîte mail une nouvelle newsletter du Washington Post qui s'appelle « Le coach du climat ». C'est un coach qui t'aide à baisser tes émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, là, il me recommandait de ne pas prélaver mes assiettes avant de les mettre dans mon lave-vaisselle pour faire des économies d'eau. Et aujourd'hui, à midi, en sortant de la piscine, pas très loin du journal, en achetant mon sandwich, j'ai été interpellé par un pot de yaourt qui me proposait de consommer moins d'emballage plastique tout en continuant à manger des yaourts. Évidemment, à chaque fois que je vois ces injonctions aux gestes individuels, j'ai en tête l'épisode de Chaleur Humaine enregistré l'année dernière, en juin 2022, qui s'appelait « Est-ce qu'on peut sauver la planète avec des petits gestes ?» Évidemment, comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer avec une grande politesse, c'est une question un peu débile. Mais les réponses apportées à cette question ont suscité des dizaines et des dizaines de messages que j'ai reçus après cet épisode. Il y avait des tas d'arguments auxquels je n'avais pas forcément pensé sur la mobilisation individuelle et collective dans la bataille climatique. Je vais vous en citer quelques-uns. Certains, comme Laurent par exemple, étaient très en colère. Il se disait hyper déçu de cet épisode. Pour lui, faire des gestes individuels, ça a une vertu pédagogique qui est très nécessaire pour que les politiques finissent par en tenir compte. Et si vraiment c'est vrai que cet effet ne compte que pour 30% des efforts, c'est déjà beaucoup. Hier encore, j'ai reçu un mail de Jean-Michel, qui vit en Australie et qui dit que lui, il a amélioré son bilan carbone, il est descendu à 5,5 tonnes et qu'en fait, tout le monde peut le faire. Il dit, et il le dit en colère, il y a des gens qui réduisent massivement leur bilan carbone sans avoir besoin qu'on les compare à des super-héros, car ils n'ont pas de super-pouvoir, mais ils ont de la volonté et de la conviction. Il n'était pas content. Mais j'ai aussi reçu un message de Paul, qui lui disait merci. Il disait, moi, je travaille sur la réduction des émissions de carbone dans un grand groupe. Je suis souvent déprimé et démotivé, mais cette interview, ça a remis du vent dans mes voiles pour me dire qu'il fallait changer les choses en interne, au cœur, plutôt qu'à la marge par des actions individuelles. Et puis, j'ai reçu aussi beaucoup d'interrogations, comme celle de Virginie, qui dit « Mais je comprends pas. Qui a le pouvoir de faire évoluer le cadre ? Celui de l'entreprise, le cadre sociétal. Parce que, ok, je comprends que mes actions individuelles sont pas suffisantes. Mais donc, qui a le pouvoir de changer les choses ? Sans levier pour changer ça, le constat est super déprimant. » Ou Tom, qui m'a demandé malicieusement « Est-ce qu'en fait, quand je partage ce podcast à mes amis, c'est une action collective ou c'est une action individuelle ?» Alors, d'une certaine manière, parfois, je me dis que ce débat n'est pas très constructif. Atteindre la neutralité carbone, c'est déjà super difficile, donc on a besoin des efforts individuels, des changements structurels, tout ça. Mais quels sont les gestes qui ont un impact et ceux qui n'en ont pas ? Pourquoi l'injonction à faire des gestes individuels, c'est parfois contre-productif ? Comment faire face aux gestes qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas forcément faire ? Voilà ce dont nous allons parler ce soir dans ce premier épisode en public de Chaleur Humaine avec nos deux invités et vos questions dans l'Auditorium du Monde à Paris. Merci d'être là. Alors Sophie Dubuisson-Kelly est sociologue, directrice de recherche au CNRS, chercheuse à Sciences Po Paris et membre du Haut Conseil pour le climat. C'est sa deuxième intervention dans Chaleur Humaine. César Dugast est ingénieur dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4 et il est le co-auteur d'une étude qui a beaucoup fait parler, qui s'appelle Faire sa part. Et il a également co-rédigé l'étude qui a servi à l'affaire du siècle dans son action en justice devant le Conseil d'État en 2021. Alors justement, on va commencer avec César Dugast, puisque cette étude qui s'appelle Faire sa part, elle a été beaucoup discutée et c'est là-dedans, dans ce travail, qu'on lit que la répartition des efforts entre les gestes individuels et les efforts collectifs pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est environ 25-30% pour nos efforts individuels et le reste, la plus grande partie, c'est du collectif. Alors, en fait, d'une certaine manière, cette étude, elle est souvent lue de deux manières différentes. Il y a des gens qui disent, en fait, 25%, c'est vraiment pas beaucoup, donc ça veut dire que nos gestes individuels ne servent à rien. Et d'autres qui disent, non, au contraire, c'est énorme, puisqu'en fait, on peut déjà faire un quart du travail quasiment tout seul avec ses petits bras. Alors, c'est quoi les gestes individuels qui ont du poids pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre? C'est quoi les gros morceaux
d'une certaine manière? En fait, les gros morceaux, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça dépend énormément de qui souhaite réduire son empreinte. Empreinte carbone, hein, c'est donc les émissions qui sont imputables à une activité sur une année donnée par un individu. Donc, en fait, ça dépend énormément d'une chose principale, c'est le revenu. En fait, c'est important de le dire parce que dans l'étude Faire sa part, on parle du 25%, qui est le 25% en moyenne qu'un Français ou une Française peut faire à titre individuel pour réduire son empreinte. Mais en fait, en réalité, ce 25%, il est modulable à l'envi. Et notamment, si vous avez de hauts revenus, il est probablement beaucoup plus puissant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une étude de l'AIE qui est sortie il y a 2-3 semaines qui montre que les 1% les plus riches dans le monde émettent 1000 fois plus que les 1% les plus pauvres. Donc, 1000 fois. Et les 1% les plus riches, c'est pas non plus les super riches. Hein. Ça fait quand même 800 millions de personnes, ce qui est énorme. Et donc, en fait, ça dépend vraiment de qui parle. Après, si on veut être en moyenne, si on veut s'intéresser à un Français moyen, une Française moyenne sur le territoire français, on est sur du 25% de réduction en moyenne. Et les leviers les plus importants à l'échelle individuelle, c'est passer au régime végétarien, parce que ce simple geste peut réduire de 10% en moyenne une empreinte carbone. C'est arrêter de prendre l'avion, ou en tout cas réduire drastiquement sa consommation de l'avion. C'est faire beaucoup plus de vélo que de voiture sur les trajets courts. C'est faire du covoiturage systématiquement, etc. Donc ça, c'est un pool d'actions qui sont plutôt puissantes au regard de la réduction de l'empreinte carbone, comparé à d'autres actions qui peuvent être effectivement plus symboliques, mais qui peut-être vont moins déclencher de réduction de l'empreinte carbone. Parce que c'est vrai que cette question des ordres de grandeur, elle n'est pas toujours comprise. Parfois, il y a plein de choses qu'on fait de bonne foi en se disant que ça contribue à la bataille contre le changement climatique, alors qu'en fait, c'est des gestes qui n'ont pas forcément de rapport. Je pense par exemple à la question de la consommation de plastique, qui en fait n'a pas beaucoup de rapport avec la question des émissions de gaz à effet de serre. Mais je voudrais demander à Sophie Dubuisson-Kellier ce qu'elle pense de cette discussion, parce que vous dites... attention, si on ne regarde que les gestes individuels, si on se focalise trop sur cette question-là, des gestes individuels que les uns les autres devraient faire, on se trompe un peu d'endroit où regarder. Oui, du coup, ça me donne l'occasion de rectifier un certain nombre de choses parce que, Nabil, vous avez eu des retours après le podcast et j'en ai eu aussi, alors moins visiblement, mais j'en ai eu. Alors j'en ai aussi eu qui faisaient part d'un certain soulagement par rapport à ce que je disais, et puis une partie des gens qui étaient effectivement un peu contrariés d'entendre dire que les petits gestes ne servent à rien. Alors je ne pense pas du tout que les petits gestes servent à rien. D'abord, effectivement, je m'appuie beaucoup sur l'étude de Carbone 4 qui montre quand même que 25%, c'est pas rien. Et puis, avec les ordres de grandeur qu'a donné César, on voit bien qu'en fait, chaque individu a quand même la main pour agir sur son empreinte carbone. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une partie des individus qui ont besoin de le faire, qui ont envie de le faire, et pour qui c'est important de le faire. Donc ça c'est quelque chose d'assez clair. Et puis, je crois que l'un de vos auditeurs parlait de l'effet un peu pédagogique. Donc, il y a aussi des effets pédagogiques, en fait, dans le fait de réaliser un certain nombre d'actions en faveur de l'environnement, de le faire savoir, parce que souvent, ces gens peuvent être aussi assez prosélytes par rapport à tout ça, diffuser une bonne parole, en quelque sorte. Tout ça, c'est important. Donc, je ne dis pas que les petits gestes ne servent à rien, en fait. Et surtout, je n'oppose pas en fait l'individu et le collectif. Il ne s'agit pas de savoir qui des deux doit agir, de poser cette question comme un problème moral ou de responsabilité. Et au fond, je dirais, la sociologue n'a pas grand-chose à dire sur ces questions morales. En fait, ce que je veux rappeler, c'est que, en quelque sorte, organiquement, les petits gestes, les comportements ne peuvent se mettre en place que si un certain nombre de structures sont là pour les rendre possibles. C'était ça mon message. Donc, je profite ici ce soir pour le dire plus clairement, parce que je ne suis pas complètement bien exprimée. Donc, c'est ça que j'essaye de dire. Donc, c'est pas est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre qui est le plus responsable, qui est le moins responsable, mais c'est quelles limites, en fait, rencontrent ces actions par les petits gestes et qui sont des limites qui tiennent au fait, mais j'imagine qu'on y reviendra, que lorsqu'un certain nombre de dispositifs collectifs ne sont pas présents, pour certains individus, ça devient très compliqué de prendre la voiture, de prendre moins l'avion, on pourra revenir aussi sur ces exemples, de manger moins de viande, etc., de se chauffer avec un chauffage moins carboné, etc.
Parce que dans cette communication qu'il y a parfois autour des petits gestes, qu'elles viennent des pouvoirs publics ou des grandes entreprises, euh, on insiste sur certains gestes qui n'ont pas forcément beaucoup d'impact. On se souvient de l'hiver dernier, au moment de plus fort de la crise énergétique, le gouvernement disait, bon, bah, par exemple, voilà, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ou la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, disait, bon, il faut débrancher votre box Wi-Fi, il faut arrêter de s'envoyer des mails avec des pièces jointes qui sont assez lourdes. Est-ce que ça, ce type de message-là, est-ce que ça, d'abord, César Dugas, c'est des actions qui ont du poids? Et est-ce que, plus globalement, Sophie Dubuisson-Kellier, ce type de message, est-ce que ça fonctionne ou pas? Quel bilan on peut tirer de ce qui s'est passé ces derniers mois de ce point de vue-là? Alors, est-ce que ces actions-là fonctionnent ou pas? Moi, j'ai pas fait le calcul sur le tri des mails, etc. Après, en ordre de grandeur, on peut imaginer que ces injonctions-là sont probablement d'un niveau d'impact bien plus faible que certains autres gestes qui ont vraiment trait à une décarbonation profonde, comme par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, prendre son vélo au lieu de sa voiture, etc. Il y a quelque chose aussi d'important à voir, c'est que ces communications-là insistent beaucoup sur la sobriété et les petits gestes, mais il faut aussi, et je pense que c'est assez nécessaire de voir que dans une logique de sobriété, il faut que tout le monde agisse, et notamment, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, que l'injonction aux petits gestes, on va dire au changement de comportement, ne peut être audible que si ça s'accompagne d'une transformation plus structurelle autour de ça et qui peut faire advenir ces petits gestes. Sophie Dubuisson-Kellier, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement la question des ordres de grandeur, et c'est vrai que comme on a une communication qui est assez, j'allais dire, importante en fait sur ces questions-là, et qui vient de différentes sources, je suis pas sûre que tout le monde, à commencer par moi-même d'ailleurs, ait une vision assez précise de ce qui a des effets, ce qui en a moins, etc. Alors, je pense que cette question de sur quel geste il vaut mieux se concentrer plutôt que d'autres, elle est importante du point de vue des impacts. Après, il y a une autre réflexion à mener qui concerne plutôt en fait la forme de cohérence en fait autour des modes de vie. Et c'est vrai qu'il y a probablement des actions qui ont moins d'impact. Alors, je ne pense pas nécessairement au mail, mais peut-être au plastique, par exemple, dont les spécialistes, dont je ne suis pas, vont dire que ça a effectivement beaucoup moins d'impact, mais finalement qui contribuent aussi à installer, en fait, le geste environnemental, le souci environnemental dans le quotidien. Et ça peut être quand même assez intéressant et assez efficace. Et au fond, il ne faut pas négliger aussi les fortes capacités d'adaptation des populations aussi par rapport à ces messages qui peuvent inscrire en fait dans un agenda du quotidien, dans une vie domestique, un certain nombre de priorités. On peut se souvenir, alors pour ceux qui sont plus vieux comme moi, que dans les années 70, voilà, on a été dressés autour des économies d'énergie. Voilà, ça fait que aujourd'hui, j'ai du mal à quitter une pièce sans éteindre la lumière. Donc, ce type d'adaptation, en fait, a quand même une forme d'efficacité. Ça relève d'une forme de dressage. Hein, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et ça crée aussi de la cohérence. Mais sous réserve qu'aujourd'hui, on n'ait pas des messages qui partent un petit peu dans tous les sens par rapport à ces questions d'ordre de grandeur. Oui, parce que c'est justement dans ces injonctions, c'est parfois un peu contradictoire. C'est, je sais pas, des grandes marques d'habillement qui disent qu'il faut, je sais pas, Levi's a fait une campagne pour dire il faut acheter moins de jeans, mais en même temps leur objectif c'est quand même d'en vendre beaucoup. H&M propose de ramener des vêtements de seconde main, mais ensuite en échange donne des bons d'achat pour pouvoir acheter plus d'habits. Donc il y a aussi dedans une dynamique qui peut être un peu contradictoire, parce qu'on incite à la fois à moins consommer, mais tout ça pour plus consommer à la fin. Oui, c'est ça. Mais il y a une forme de légitimité qui est associée aussi à tel ou tel locuteur, et les prises de parole se valent pas d'une certaine manière. Et c'est ça aujourd'hui qui est peut-être un peu cacophonique. Et dans ce cadre-là, je pense que l'exemplarité sur ce sujet-là de la prise de parole publique, donc des acteurs publics, est absolument essentielle et a une portée symbolique. Alors quand nous on utilise ce terme de symbolique, les sociologues, c'est pas une façon de dire ça sert à rien, c'est au contraire, c'est des symboles très très forts qui ont des valeurs de normes sociales et qui installent des choses. Pour rebondir sur deux choses, alors tout à fait d'accord. Déjà, premièrement, sur la notion d'efficacité, je pense qu'il y a quelque chose à voir, c'est que toute cette question de l'empreinte carbone, elle est monofacteur, elle est mono-indicateur, c'est le CO2, enfin le CO2 plus autres gaz à effet de serre.
Or, le problème écologique, il est bien plus large que ça. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'à l'intérieur même du mono-indicateur carbone, ou CO2 ou gaz à effet de serre, l'outil d'empreinte carbone passe sous silence énormément d'autres choses qui ont trait à la responsabilité climatique. Je prends un exemple. Imaginons que vous soyez vegan, que vous preniez le vélo tous les jours pour aller au travail, que vous preniez jamais l'avion et que votre logement est chauffé à 15 degrés, mais que votre travail, en fait, c'est un gros pollueur. En fait, vous ne le voyez pas directement dans votre empreinte carbone. Donc, il y a une question d'imperfection des outils qu'on utilise pour la quantification. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, sur un autre sujet qui est plus les injonctions contradictoires de certaines structures économiques qui demandent d'une part de faire la seconde main, mais d'autre part d'inciter à la consommation. Ça a été assez bien documenté par un livre qui est sorti en 2018 par Grégoire Chamaillou, un philosophe de l'ENS de Lyon, et qui rentre exactement dans ce sujet-là de à quel moment est-ce que les petits gestes, dans les années 70-80, ont commencé à être utilisés pour permettre aux individus de donner une sorte de débouché dans leur dans leur on va dire prise de conscience écologique, mais pour les canaliser uniquement dans des gestes qui finalement étaient un petit peu inoffensifs et qui les laissaient dans une sorte d'affairement qui laissait intouché pour une large partie l'essentiel de la structure qui émettait des émissions. Mais ça, je crois que c'est un point qui est important, mais qui en même temps est assez difficile, parce que quand on entend ça, on se dit, bon, d'accord, les gestes individuels, c'est peut-être pas si important, peut-être qu'effectivement, ça nous conduit à faire ces gestes-là, mais du coup, on ne voit pas tout le reste qui est peut-être beaucoup plus fort et qui aurait beaucoup plus d'impact. Mais est-ce qu'en même temps, quand on tient ce type de raisonnement, et moi parfois je le tiens et ça me gêne aussi à moi-même, est-ce que c'est pas un peu démobilisateur? On a commencé au monde depuis quelques semaines à faire des fresques du climat. Alors certaines et certains d'entre vous en ont peut-être déjà fait. C'est un atelier de formation pour comprendre la mécanique climatique. Et puis ensuite, il y a une discussion. Donc moi, je me suis formé avec plusieurs de mes collègues pour en animer avec d'autres journalistes du monde, etc. Et donc, on présente les enjeux du changement climatique. Et puis ensuite, il y a une discussion. Et dans la discussion, le premier réflexe des gens, c'est de se justifier sur leur geste individuel. Oui, je continue de manger de la viande, mais bientôt, je vais arrêter. J'ai pris l'avion l'année dernière pour aller à New York, mais promis, c'est la dernière fois. Les fringues, j'arrive pas. Voilà. Et donc, c'est très difficile de les faire ensuite sortir de ce questionnement-là, de je ne fais pas assez bien, je devrais en faire plus, et tout. Mais d'un autre côté, quand on leur parle de l'étude Faire sa part ou du podcast Chaleur humaine avec Sophie Dubuisson-Kellier, qu'on leur dit non, mais en fait, vous inquiétez pas, rassurez-vous. En fait, la plupart des efforts, c'est des efforts collectifs. Et ben, il y a une partie des gens, je l'ai vu moi-même, y compris chez mes collègues, qui disent ah bon, bah, ça va alors. Finalement, c'est aussi aux autres, ah bah, c'est aux politiques, c'est aux grandes entreprises de faire des efforts. Et moi, finalement, voilà. Donc on retombe un peu sur ce que vous disiez, Sophie Dubuisson-Kellier, sur cette opposition qu'il y a parfois entre les gestes individuels et les gestes, les efforts collectifs. Mais c'est pas facile d'articuler ce discours-là pour qu'il soit pas culpabilisant pour la plupart des gens et qu'en même temps, il garde une forme d'efficacité, non ? Oui, mais parce que précisément, je crois que le débat n'est pas là, n'est pas de savoir qui doit agir. En fait, tout le monde doit agir. Ça, c'est évident. Mais effectivement, le fait de dire, bah oui, il y a des difficultés à la mise en place de petits gestes, il y a des injonctions contradictoires, il y a des moments où c'est compliqué, ça peut apparaître comme déculpabilisant de ne pas les faire, du coup. Moi, mon propos serait plutôt d'expliquer pourquoi c'est difficile. Et justement, parmi les retours que j'ai eus, la majorité était plutôt sur ce mode-là, à dire « Ah, vous mettez des mots sur les raisons pour lesquelles je n'y arrive pas ». Et même parmi les gens les plus motivés, ils rencontrent un certain nombre de difficultés. Et c'est ça que je pointe, en fait, en montrant que ces difficultés tiennent au fait que nous avons un ensemble de... alors, on peut dire structure, mais on peut dire infrastructure, on peut dire, par exemple, un aménagement du territoire, des systèmes économiques, qui sont autant des politiques publiques, qui sont autant d'encouragement et d'organisation d'une vie ultra carbonée, qui nous rendent extrêmement difficile le fait de choisir de s'en extraire. Alors bien sûr, et je suis sûre que vous êtes nombreux dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes qui y parviennent même dans des proportions tout à fait impressionnantes. Mais ça n'est pas accessible à tout le monde déjà, donc il y a des problèmes de justice sociale sur lesquels, j'imagine, on reviendra. Et puis, ça pose un certain nombre de problèmes qui sont liés au fait que ces fameux modes de vie
qui sont de plus en plus mauvais pour le climat parce que on roule plus avec sa voiture, parce qu'on a des logements plus grands, parce qu'on a plus de loisirs, en fait. Ces modes de vie relèvent autant de choix d'individus qu'ils sont portés, en fait, collectivement par des choix de politique, des choix sociaux, enfin, que vous appelleriez probablement sociétaux, que nous appelons sociaux, toute une série de choix, en fait, qui sont collectifs. Et c'est ça qui rend très difficile le fait de s'en extraire. On pourrait parler aussi de ce qui se passe dans les organisations, parce que c'est marrant, quand on le pose à l'échelle de la société, les gens voient à peu près, mais si on le pose dans leur organisation, alors là, ils le voient complètement. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent, bah oui, moi on me fait faire des fresques pour le climat, on me fait en organiser dans mon entreprise, on me fait faire plein de choses aussi autour des petits gestes, et en fait, ça ne produit rien, parce que les gens vont vous dire, mais moi, je ne peux pas, parce que nous, on a une procédure qui est de telle façon, nous, les achats dans l'entreprise, ils sont organisés de cette façon, les missions, les voyages sont organisés de cette façon, etc. Et je n'ai pas le choix, moi, de décider tout seul. Ça, les gens le conçoivent assez bien dans une entreprise, par exemple, et c'est ce que disait César sur la difficulté au travail, mais à l'échelle de la société, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, par exemple, les choix des lieux dans lesquels on habite, les formes de mobilité dont on dépend ne relèvent pas que de choix individuels. Voilà. Et même les modes de consommation. Mais là, on peut revenir sur le point qu'abordait César Dugast dès le début. C'est la question des inégalités. On a fait un épisode de podcast avec l'économiste Lucas Chancel. Lui, il dit, voilà, c'est vrai qu'en moyenne, on considère qu'un Français ou une Française, c'est 10 tonnes d'équivalent CO2 par an, autour de 10 tonnes. Mais les 50% les plus modestes sont plutôt autour de 5 tonnes et les 10% les plus riches autour de 25, peut-être au-delà, 30 tonnes par personne. Et donc là, on se dit que quand même, l'impact d'une action individuelle n'est pas du tout le même si effectivement... oui, évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas renoncer à prendre leur véhicule pour aller travailler. Mais il y a des gens qui peuvent renoncer sans trop de difficultés à prendre un avion pour partir en week-end dans une capitale européenne et faire un aller-retour en 2 jours. Donc, il me semble qu'une des difficultés, c'est aussi que toutes les actions ne sont pas du même ordre. Il y a des choses auxquelles on peut renoncer et des choses auxquelles il est beaucoup plus difficile de renoncer. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes d'inégalités. En fait, il y a les inégalités dans la contribution au changement climatique, et c'est ce qu'a expliqué très bien César tout à l'heure. Effectivement, a priori, plus on est riche, en fait, plus on contribue à ce changement climatique. Et puis, il y a les inégalités, en fait, d'efforts face au coût de la transition, face aux politiques climatiques elles-mêmes. Et en fait, ce sont ces inégalités d'efforts qui font énormément réagir le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça qu'il a dit, c'est-à-dire c'est pas une partie de la société qui a dit nous l'écologie on s'en fiche, c'est pas notre problème. C'est une partie de la société qui a dit vous vous rendez pas compte le coût en fait que fait peser de manière très inégalitaire sur nous ces choix qui sont ceux qui sont liés à la transition. Donc, c'est une façon de dire, prendre la voiture, ça n'est pas qu'un choix, en fait. C'est lié au fait que le foncier a une valeur telle que moi, je suis obligée d'habiter à tel endroit et donc de dépendre de ma voiture. Oui, mais César Dugast, si on poursuit ce raisonnement-là, et pardon de dire ça parce que c'est aussi votre métier, mais est-ce que du coup, on ne se dit pas que le bilan carbone individuel, c'est un peu un outil nul ? C'est-à-dire, est-ce que... Parce qu'après l'épisode, notamment avec Lucas Chancel, il y a plein de gens qui ont écrit en disant « Ah bah moi, je suis dans les 10% les plus riches, mais alors je suis bien en dessous de 25 tonnes, hein, je suis à 12, donc ça veut dire que c'est bon. » Et donc, est-ce que aussi, on a une difficulté quand on fait son bilan carbone à inclure aussi, en fait, il y a des choix qu'on peut faire et puis il y a les gestes qu'on ne peut pas faire parce qu'ils sont contraints. Et donc, est-ce que finalement, c'est un bon indicateur ? Souvent, moi-même, je conseille aux gens de faire leur bilan carbone, mais là, en vous écoutant, je me dis, est-ce que finalement, c'est un outil qui nous emmène dans la bonne direction ou pas ? Alors, en fait, comme tout outil, ça dépend en fait de si on comprend ou pas le périmètre de son utilité. L'empreinte carbone, c'est un outil qui est forcément incomplet, mais si on l'utilise à bon escient et dans le contexte pour lequel il a été créé, ça peut proposer des solutions super intéressantes. Typiquement, si je suis extrêmement riche et que je fais mon empreinte carbone, je vais probablement me rendre compte que mes 30 tonnes, il y en a peut-être 17 ou 18 qui émanent de l'aviation, par exemple.
Et je peux, par ailleurs, me comparer à quelqu'un qui va faire son empreinte carbone, qui va être très pauvre et qui va se rendre compte qu'il a 7, 5 tonnes de CO2 par an. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que l'empreinte carbone montre deux catégories d'émissions, un peu que ce que raconte Andreas Malm dans Comment saboter un pipeline. Il y a les émissions, super titre d'ailleurs, émissions de subsistance versus émissions de luxe. C'est pas la même chose d'émettre 1 tonne de CO2 pour se chauffer dans sa passoire thermique et d'essayer tant bien que mal d'être à 19 degrés, et émettre 1 tonne de CO2 en faisant 3 mètres sur un yacht en Méditerranée. Il y a d'une part des émissions qui sont faites parce qu'il y a un besoin de subsistance, de vivre, de l'autre, un désir. Et un désir, a priori, bon, ça dépend des critères, mais qui peut être potentiellement superfétatoire. Et donc, pour répondre à votre question, l'empreinte carbone, certes, c'est un outil totalement incomplet, qui ne regarde pas tout, mais qui peut, quand il est montré et utilisé à bon escient, être extrêmement riche d'enseignements. Ce qu'on a essayé de faire dans Faire sa part, justement, c'était de faire un peu un raisonnement par l'absurde et de se dire, imaginons qu'on fasse tout ce qui est à notre pouvoir en tant qu'individu pour réduire notre empreinte carbone à 80%, qui est l'objectif de l'accord de Paris. C'est, en France, passer de 10 tonnes en moyenne à 2 tonnes en moyenne en 30 ans, eh bien, les seuls gestes individuels, arithmétiquement parlant, ne parviennent pas, en moyenne, à arriver au moins 80%. On a donné comme chiffre moins 25% pour des actions qui sont, entre guillemets, gratuites, qui en tout cas ne relèvent d'aucun besoin d'investissement financier. Et si on a un petit peu de puissance financière ou que l'État, par exemple, nous aide à le faire, on peut arriver avec des actions supplémentaires, comme rénover sa maison, acheter un véhicule électrique, à moins 45%. Et en fait, par les chiffres, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de parvenir aux mêmes conclusions que vous donniez tout à l'heure, qui est un individu ne peut pas être vu comme un atome complètement séparé du reste de la société. On est forcément pris en tant qu'individu dans des flux et une sorte de nasse sociotechnique, enfin en tout cas de machines, voilà, qui nous entourent, extrêmement dépendantes au carbone, charbon, pétrole, gaz, et sans la décarbonation desquelles on ne peut rien faire. Et donc, il y a un point sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête, c'est cette question de l'exemplarité, c'est-à-dire l'idée que celles et ceux qui font des gestes individuels les font aussi en disant, comme Jean-Michel qui écrivait, en disant bah, « moi, je suis capable de le faire », c'est-à-dire qu'avec un peu de volonté, un peu d'huile de coude, bon, bah, en fait, on peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, les autres gens, ils ont qu'à le faire. Alors, j'ai reçu par exemple des mails de gens qui sont, on va dire, plus âgés et qui disent ah, bah, les jeunes, on dit qu'ils se mobilisent pour le climat, mais en fait, ils passent tout leur temps sur leur smartphone. Ça montre bien qu'ils ne réduisent pas leurs émissions de CO2. À l'inverse, de gens qui sont plus jeunes, probablement, et qui disaient ah, mais en fait, le problème, c'est pas nous, c'est les vieux. C'est eux qui partent tout le temps en vacances en croisière ou dans des capitales européennes. Je ne sais pas ce que j'ai avec les capitales européennes ce soir. On va dire, eh bien, ils partent dans des capitales d'autres continents même. Eh bien, et donc, là aussi, il y a un peu des représentations sur, bah, en fait, si moi, je peux le faire, les autres peuvent le faire. Vous dites ce raisonnement-là, il est un peu à courte vue. Oui, et du coup, si je rebondis sur l'aspect juste avant, c'est-à-dire l'outil de mesure de l'empreinte carbone individuelle, est-il un bon outil? Je pense que c'est un outil intéressant, et pour poursuivre ce que disait César, c'est l'usage qu'on en fait qui est problématique. C'est-à-dire que cet outil-là, finalement, il est hyper intéressant pour montrer ces disparités, ces inégalités, pour avoir des ordres de grandeur, voire pour certains situer, savoir où on en est et puis les efforts qu'on peut faire. Mais de là à dire on va résoudre le problème de la crise climatique en demandant à chacun de faire des efforts, c'est là que le raisonnement ne fonctionne plus. Parce que c'est l'idée que finalement, la société, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est une agrégation d'individus, et on va transformer joyeusement la société parce que les individus vont les uns après les autres se transformer eux-mêmes. Donc, on a une vision de la société un peu comme une sorte de tache d'huile, dans lequel justement on aurait des individus un peu phares qui joueraient le rôle d'exemple. Donc on exacerbe un peu ce côté modèle en fait, et puis ces individus fonctionneraient comme des gourous, je ne sais pas, et finiraient par convaincre l'ensemble de la société. Bon.
Ça, c'est une vision qui est complètement fausse par rapport à ce que sont nos sociétés. Nos sociétés, elles sont organisées, stratifiées, structurées. Donc ça circule mal, il y a des désaccords. Il y a aussi, en fait, sur cette question, par exemple, du geste écologique, des inégalités assez fortes dans la capacité des individus à reconvertir ces efforts-là statutairement, en valeur statutaire. Alors ça, je pense qu'il faut expliquer parce que ça fait partie des sujets qui sont à la fois difficiles à comprendre et qui sont des vrais irritants. C'est-à-dire, finalement, ce que vous voulez dire, c'est en fait, dans certaines catégories de la population, être un bon élève du climat, se présenter comme un super-héros du climat, comme dirait César Dugas, en fait, il y a un bénéfice social et donc, en fait, on le fait pas seulement, mais aussi parce qu'on va être reconnu socialement par les gens qui sont dans notre milieu, quoi. Voilà, par ce qu'on appelle ses pairs, PAIRS, donc ceux qui nous ressemblent, auxquels on estime aussi ressembler, et c'est ce qui doit fonctionner pour à peu près nous tous, j'imagine, voilà, c'est-à-dire qu'on peut arriver le matin au bureau et dire « Ah, tu as vu cette petite chemise que j'ai achetée de seconde main, etc. C'est très chic ». Et ça fonctionne, quoi, voilà. Donc, il y a une capacité finalement à faire des efforts qui peuvent être de véritables efforts. Je ne néglige pas le fait que ça a été pour César de venir à vélo et de se tremper jusqu'ici. Ce fut difficile. Voilà, non mais blague à part, il y a des vrais efforts, donc je ne suis pas du tout ironique sur ces aspects-là, mais il y a une faculté, une capacité, c'est ce qu'on appelle donc reconvertir ces efforts en valeur statutaire, c'est-à-dire pouvoir en fait prendre se distinguer dans son groupe, prendre une valeur dans son groupe, trouver de la valeur autour de ça. C'est pas ce que je dis, ça veut pas dire se faire mousser, mais voilà, on est reconnu, ah ouais, c'est chouette et tout, voilà. Et puis il y a des milieux sociaux où ça n'existe pas. Par exemple, il y a de plus en plus de travaux de sociologues qui s'intéressent aux gestes écologiques des plus modestes. Donc, on a une écologie pratique, en fait, des plus modestes, parce que l'écologie, c'est aussi de l'économie, souvent. Donc, cette écologie-là, elle existe, mais vous ne pouvez pas, dans ces milieux-là, la reconvertir de cette façon-là. Parce que finalement, si vous achetez d'occasion, c'est que vous ne pouvez pas acheter du neuf, donc vous n'allez pas simplement vous en vanter. Si vous faites de l'écologie pour de l'économie, ce qui est souvent le cas de cette écologie pratique, c'est comme ça qu'on la caractérise, eh bien, vous ne pouvez pas en fait faire ces reconversions statutaires. Donc ça, c'est assez compliqué pour cette vision un peu tache d'huile qu'on a. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est en cela qu'on dit que la société, elle est à la fois en fait organisée, puis elle est stratifiée. Hein. Il y a des couches sociales, et ce qui fonctionne dans certaines couches ne fonctionne pas dans d'autres. C'est beaucoup moins étudié, mais il est probable que les modes de vie des très très riches, des élites, en fait, favorisent assez peu la reconversion en valeur statutaire du geste écologique aussi. Ça, c'est un fait. Ah, j'ai arrêté de prendre mon jet, ah, c'est cool. Donc, bon, on voit moins, ça fonctionne moins, a priori. Ça reste à vérifier. Donc ces éléments-là sont extrêmement importants et en fait cassent complètement le modèle, pour répondre du coup enfin à votre question, le modèle de l'exemple et en fait de ce rayonnement comme ça par diffusionniste. En fait, on a très peu de choses qui fonctionnent de manière diffusionniste dans la société. Même maintenant, alors que par exemple existent des réseaux sociaux qui permettent de savoir comment vivent des gens qui vivent pas du tout comme nous. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais aucune idée de comment vivaient des gens qui n'étaient pas du tout dans le même milieu social. Là, aujourd'hui, d'une certaine manière, on a accès beaucoup plus facilement à voir comment vivent des très riches, parce qu'il suffit de regarder Instagram ou TikTok, mais aussi comment vivent des gens qui ont fait d'autres choix de vie et qui peuvent aussi peut-être être des inspirations. Ça, vous estimez aussi qu'en fait, cette porosité-là à d'autres modes de vie, elle reste assez marginale? Si elle est pensée à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle de la société, oui, ça ne marche pas. On ne trouvera pas des individus qui auront une capacité à emmener en fait l'ensemble de la société. Mais ça fonctionne à des échelles plus petites. Par exemple, j'ai expliqué que les plus modestes avaient donc cette écologie pratique, mais qui était peu reconvertible en valeur statutaire. Alors, en revanche, parmi les catégories populaires, ceux qui ont plus d'aisance économique sont en train de changer leurs pratiques pour justement
trouver ces valeurs statutaires, c'est-à-dire se rapprocher en fait des classes moyennes et si possible même du milieu des classes moyennes à travers des gestes écologiques. Donc on a quand même des effets un petit peu diffusionnistes, mais jamais à l'échelle 1, c'est-à-dire lequel ou laquelle d'entre nous peut se reconnaître dans une personne dont les gestes en fait nous inspireraient suffisamment pour qu'on dise bah oui, mon mode de vie, je vais complètement m'inspirer de celui-là. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut renoncer. Et c'est important de le dire parce que justement, en fait, il y a énormément de réactions, y compris d'ailleurs du milieu écologiste, qui attend, par exemple, d'un certain nombre de personnalités publiques. Bon, ça a été dit, par exemple, pour les joueurs de foot qui prenaient l'avion, qui se prenaient en selfie dans leurs avions, etc., qui attendent des personnalités publiques qu'elles jouent ce rôle-là. Et ça, c'est extrêmement embêtant parce que ça ne fonctionnera jamais, parce que ces personnalités-là, en fait, fonctionnent comme des exemples, mais pas du tout pour leur mode de vie. En fait, ou alors justement pour des modes de vie qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Donc en fait, on mélange plusieurs choses et il faut vraiment renoncer à ça. Mais en fait, ce serait assez facile de le faire en simplement se basant sur ce qu'on sait depuis une centaine d'années en sociologie sur le fait que voilà, la société, c'est pas un truc à l'échelle 1, quoi. Alors, c'est important cette question de l'exemplarité, mais alors on voit, je pense, une autre question qui est celle finalement de que sont des gestes collectifs efficaces, c'est-à-dire à partir du moment où on dit que la question des gestes individuels n'est pas suffisante et qu'en plus c'est difficile de diffuser par les gestes individuels, bon bah ça veut dire que il faut qu'il y ait des changements structurels, d'en faire sa part. Vous essayez aussi de quantifier ça, c'est-à-dire de voir ce que peuvent faire les individus, mais aussi quels sont des gros leviers collectifs en termes de politique publique ou de la part des entreprises. C'est quoi finalement ces gros leviers? Qu'est-ce qui a un impact véritable pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre? Alors, sur l'action collective, on peut la diviser en deux. En gros, il y a ce qu'on doit faire à l'échelle collective, entreprise, l'État, etc. Et ce que nous, individus, pouvons faire pour déclencher ces verrous auprès des entreprises et de l'État. Le premier point, il est extrêmement clair, au sens où on sait très très bien ce que doit faire le système économique et l'État pour décarboner notre environnement. Sur le deuxième point, qui est comment nous, concrètement, on peut agir pour le plus efficacement possible, faire en sorte que les entreprises et l'État bougent, je sais beaucoup moins répondre à la question. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier point, on a une littérature absolument foisonnante sur le sujet. C'est-à-dire, les entreprises, on sait qu'elles doivent réduire leur empreinte carbone, faire en sorte qu'elles soient des actrices de la transition en évitant le maximum d'émissions dans la société. Et on sait que l'État doit réglementer de manière à ce que tous les secteurs de l'économie doivent se décarboner. Je prends un exemple. Vous prenez le secteur du bâtiment, par exemple. On va pouvoir aussi faire le lien avec l'échelle individuelle. On avait donc le plan de sobriété du gouvernement demande incite, parce qu'il n'y a pas du tout de coercition, de contrainte, incite les Françaises et Français à réduire leur température de chauffage à 19 degrés. Ça, c'est ce qu'on peut envisager comme un geste individuel. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour réellement décarboner le logement, il faut rénover les bâtiments. Aujourd'hui, on sait qu'on doit faire entre 500 et 750 000 rénovations par an jusqu'à 2050. Je crois que la Cour des comptes a montré qu'en 2021, on en avait fait 60 000. Oui, de rénovation globale, c'est-à-dire on rénove l'ensemble du logement. Absolument, ouais. Donc pas des petits gestes de rénovation, justement. Il y a même également des petits gestes dans les rénovations, mais vraiment des rénovations globales qui permettent de faire ce qu'on appelle des sauts de catégorie énergétique. Aujourd'hui, on est complètement à la traîne. On sait qu'on a 4,8 millions de passoires thermiques en France et seulement, je crois, 2500, toujours selon la Cour des comptes, qui est sortie de ce statut-là en 2021. Donc, dans tous les secteurs, on est capable d'avoir, au-delà des gestes individuels et des gestes de sobriété des individus, des investissements qui vont structurellement décarboner le tissu. Sur le bâtiment, il y a non seulement la rénovation, mais il y a aussi évidemment le changement de vecteur énergétique de chauffage pour essayer de, au maximum, sortir du gaz fossile et au maximum d'aller sur des solutions telles que la pompe à chaleur, etc. Voire sortir du charbon, parce qu'il y a encore des foyers, des ménages en France qui se chauffent au charbon. Mais alors, justement, ça sur le deuxième point qu'évoquait César Dugas, c'est-à-dire ce lien entre l'individuel et le collectif, c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que certes, moi je comprends que la société, c'est pas juste une somme d'individus, mais quand même, les actions collectives, elles commencent quand même par des actions individuelles. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui, je sais pas moi, dans
dans mon lycée, quand j'étais petit, les profs racontaient que quand il avait fallu boycotter les oranges qui venaient d'Afrique du Sud de l'apartheid, et ben un jour, la prof d'anglais s'était levée et elle avait dit, ben non, ici, on veut plus d'Afrique du Sud qui finance ce régime sanguinaire. Et donc, tout le monde avait jeté ses oranges et elles avaient été gâchées. Maintenant, on dirait que c'est évidemment du gaspillage. Mais donc, il y a bien quand même quelqu'un qui se lève en premier, qui active cette dynamique collective. Et donc, c'est cette interaction-là qui n'est pas facile à comprendre, je trouve. Oui, mais peut-être parce qu'il ne faut pas passer donc du geste individuel à l'action collective, mais peut-être geste individuel ou ce que les comportements individuels doivent à des organisations plus structurelles, à des choix plus structurels. Donc pas de l'action collective au sens du 1+1 justement, mais du changement structurel. Et je pense que le cas effectivement du logement est assez intéressant parce que typiquement c'est là où on voit les limites du changement qui proviendrait du comportement individuel. Il est clair que quelqu'un qui vit dans une passoire thermique va dépenser des fortunes pour se chauffer et avoir une température de confort du même niveau que quelqu'un qui a un logement mieux isolé. Et en général, ces personnes vont être plus modestes et on ne va pas avoir l'épargne nécessaire pour porter des éventuelles modifications du logement ou changer le système de chauffage, etc., etc. Donc on voit bien que là, on a bien les limites en fait structurelles qui sont liées au fait qu'on a un grand nombre de passoires thermiques sur notre territoire. Donc là, dans ce cas-là, le changement structurel, c'est effectivement la rénovation thermique des bâtiments. Donc c'est une action lourde, c'est une action de politique publique, c'est des choix de politique publique. Donc c'est en cela qu'on parle de cette action collective, donc pas au sens nécessairement d'une action militante, même si on pourra revenir, parce que le militantisme est aussi un moteur du changement social. Mais là, je parle des politiques publiques comme moteur de ce changement social, qui, imaginons effectivement que cette rénovation soit faite, qui est aussi des instruments, ce qu'on a actuellement, par exemple, sur le fait de noter les logements et d'interdire la location de logements qui seraient avec des notes trop basses. Voilà, on a des instruments. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait le collectif. Alors, pas au sens où c'est plein de gens qui se réunissent et qui disent on va faire quelque chose, mais au sens où on a des niveaux de décision qui redéfinissent en fait les contraintes et les opportunités de chaque individu et qui vont faire que, là en l'occurrence, par exemple, on se chauffe autrement. On peut penser aussi à des questions d'aménagement du territoire, d'étalement urbain, on peut penser aussi au transport collectif, voilà, aux aménagements du vélo. Pendant des années, on a dit le vélo en France, c'est pas possible, les Français sont pas prêts. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire être prêt pour le vélo. Et puis, on a eu le Covid. Et puis là, on a construit des pistes. Donc, on a fait de l'infrastructure. On a aussi des opérateurs qui sont développés, qui ont proposé des offres de véhicules, qui ont fait toute une série aussi de propositions de réparation. Bon, voilà, on a des associations qui étaient déjà actives, mais qui sont devenues encore plus actives. Et puis, on a vu des gens qui ont vu des gens, donc l'action individuelle marche aussi, et qui ont dit, tiens, au début, c'est complètement ridicule de transporter ces enfants dans une bassine devant soi, comme ça, c'est dangereux. Et puis, finalement, non, c'est pas dangereux, on va le faire aussi, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle de l'action structurelle, en fait. Si on avait attendu que le vélo se développe en disant on va aller des plus riches aux plus pauvres sur le vélo et puis ça va marcher, ou on va mettre une statue du mec qui fait du vélo même quand il pleut, je crois qu'on n'y serait pas arrivé, quoi. Pardon, César. J'aurais dû regarder par la fenêtre. Voilà. Oui, mais c'est ça qui n'est pas facile quand même, parce que malgré tout... s'il ne s'agissait que de ça, c'est-à-dire s'il ne s'agissait que de prendre la décision de mettre plein de pistes cyclables pour que les gens prennent leur vélo, mais il faut bien qu'il y ait quand même avant des gens qui expriment le besoin d'avoir des infrastructures, parce que sinon, et puis que ces gens, en exprimant le besoin, par leur vote, par exemple, élisent des élus locaux, des députés, un président de la République, des gens qui, du coup, comprennent cette volonté-là. Et donc ça, c'est quand même aussi l'expression de plein de volontés individuelles de changement collectif. Oui. Donc là, il y a quand même aussi les deux sont entremêlés, sont tissés, comme dirait ma petite sœur. Oui, non, mais c'est sûr que en fait, il y a une partie du changement social qui provient d'aspects un peu plus d'agrégation. Le vote, par exemple, en est un, encore que ça se discute. Mais sans rentrer dans ce type de détails-là, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des niveaux de décision
qui ont des effets de levier, mais tellement plus forts que les effets de levier que nous aurons tous à prendre le vélo ou à manger moins de viande, qui sont qui ont une portée en fait absolument phénoménale. Là, on a cette réflexion-là au niveau des politiques publiques, mais on sait aussi que ces réflexions, elles existent dans un certain nombre d'entreprises, et notamment d'entreprises qui se font accompagner pour faire leur bilan carbone. Vous regardez ça, César Dugast, est-ce qu'on voit que dans un certain nombre de grands groupes, par exemple, on se dit, bon, ben ok, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle et donc du coup changer des choses qui sont structurelles. Je prends cet exemple-là aussi parce que nous-mêmes au monde, on a ces discussions-là, puisque on fait des fresques du climat, comme je disais, donc on a des discussions où les gens disent ce qu'ils peuvent faire au niveau individuel, puis très vite, les gens disent « Ah oui, mais nous, on fait des reportages en avion, à la cantine, on a de la viande tous les jours, etc. » Et donc, ça suscite. Et puis ensuite arrive le moment où on dit « Ah oui, mais nous, en fait, on est journalistes, on publie des informations, et donc, en fait, on a aussi une influence sur les gens qui nous lisent. » Enfin, on prétend en avoir une, en tout cas. Et donc, en fait, peut-être qu'il est là, notre impact le plus grand. Est-ce que, dans un certain nombre d'entreprises, cette réflexion-là existe sur, en fait, où est notre impact le plus grand? Où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Oui, alors bon, là, c'est là qu'on peut reprendre votre question tout à l'heure sur est-ce que finalement l'empreinte carbone c'est un bon indicateur ou est-ce que c'est un indicateur nul? Et en fait, je pense que ça s'applique non seulement aux individus mais aussi aux entreprises. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est essentiel de cartographier sa dépendance au carbone. Et c'est le métier du cabinet dans lequel je travaille, comme plein d'autres cabinets et bureaux d'études. Et c'est essentiel de faire comprendre au pouvoir économique leur dépendance au carbone, leur exposition au risque vis-à-vis du changement climatique et leur impact sur les émissions de CO2. C'est essentiel aussi de leur faire comprendre qu'il faut réduire au maximum. Et les chiffres qui sont avancés, c'est de réduire de l'ordre de 90% leurs émissions d'ici à 2050. Donc on est sur des trajectoires démentielles en termes d'ambition. Et c'est nécessaire aussi, troisième étape, après la mesure et la fixation d'objectifs, de les amener sur des actions concrètes pour réduire leur empreinte. Et c'est là qu'on touche toujours à un peu une aporie, un problème extrêmement compliqué, puisque l'empreinte carbone, par définition, vu que c'est un indicateur quantitatif, on a très envie de quantifier chaque action et de faire la somme de ces actions et de voir à la fin où ça nous mène. Généralement, ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée, il amène généralement une réduction, là aussi, insuffisante par rapport à ce qu'il faut faire. Et une entreprise, et je pense que c'est la même chose pour tout acteur, quel qu'il soit, doit évidemment parler quantification de carbone, mais doit aussi, surtout, probablement, s'interroger sur la nature de ce que fait cette entité. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le besoin qu'elle traite dans la société? Est-ce que c'est un besoin nécessaire pour les gens ou est-ce que c'est plutôt la somme de désirs qui sont là uniquement pour, comme vous l'avez très bien documenté dans votre dernière étude, pour un petit peu faire tenir la machine de la surconsommation et de cette fuite en avant finalement de la croissance économique. Donc finalement, quand on est une entreprise, il faut évidemment réduire son empreinte carbone, mais il faut aussi se penser dans un tissu plus large qui est à la fin, est-ce que mon produit ou service, il est intéressant? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il aide les autres à se décarboner? Est-ce qu'il doit exister? Ou est-ce qu'il peut exister dans un monde qui, en 2050, aura réduit ses émissions de 80%? Enfin, on se dit qu'il y a zéro entreprise qui se dit à la fin de cette réflexion, mon produit ne doit pas exister, j'arrête parce que je pollue trop. Enfin, c'est ça toute la semble difficulté. assez difficile. Et donc, du coup, au sein d'une entreprise, moi, je parlais des mails que je reçois tout à l'heure, je reçois aussi des mails de gens qui sont salariés d'entreprises dans lesquels ils disent, voilà, moi, je fais plein de choses pour le climat à mon niveau individuel, mais je travaille, par exemple, dans une agence de communication qui fait de la publicité pour des entreprises qui sont très polluantes. Mais en même temps, j'essaye de changer les choses de l'intérieur, j'y arrive pas forcément, voilà. Et donc, il y a quand même une réflexion aussi sur ce qui se passe, je pense, à l'intérieur d'un certain nombre d'entreprises, où il y a une tension entre un certain nombre de salariés qui veulent changer le modèle économique de l'entreprise ou renoncer à tout ou partie de l'activité, et puis la réalité de maintenant, pas celle de 2050, celle de maintenant, où les revenus de l'entreprise reposent sur une société carbonée et des modèles économiques qui reposent sur les énergies fossiles. Alors, c'est là justement qu'on touche du doigt l'éventail des solutions possibles. Évidemment, si une entreprise, on la considère uniquement comme une entité qui, de manière volontaire et toute seule dans son coin, doit réduire ses émissions ou sauver la planète, ça va être compliqué. Et c'est là qu'apparaît l'intérêt énorme de la puissance publique.
c'est là qu'apparaît également l'intérêt d'actions de salariés, que ce soit on va dire de manière spontanée des organisations ou syndiquées. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà en place, qui sont déjà sur la table et qui peuvent être utilisés dans cette optique de décarbonation globale du système. Ça, on en avait parlé, Sophie Dubuisson-Kellier, l'idée que quand ça se passe au sein de grands groupes, de grandes entreprises, on n'est pas sur de la modification de comportement à la marge de la société, mais on change, ou en tout cas on essaye de changer le cœur des organisations. On pourrait dire ça pour les grandes entreprises, mais aussi pour les administrations, dans la fonction publique, etc. Est-ce que ces mouvements-là, qui sont effectivement des mouvements, peut-être des sommes de mouvements individuels dans des collectifs, est-ce que c'est une trajectoire qui peut donner de l'espoir, dans laquelle on se dit, bon, bah, en fait, c'est un moteur de changement social vers des comportements plus climat-compatibles? Oui, en tous les cas, comme le disait un de vos auditeurs, modifier au cœur plutôt qu'aux marges. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu complètement essentiel. On a souvent pensé cette question écologique à travers les petits gestes, les circuits courts, enfin des modes de vie un peu particuliers, et on était aux marges. Aujourd'hui, on voit que ça sera jamais suffisant. Et d'ailleurs, c'est une des vertus aussi de l'étude de Carbone 4, de montrer les limites de tout ça quantitativement, qui est un peu différent de mon argument qui, moi, porte sur des limites plus structurelles, en fait. Mais en tous les cas, agir au cœur, du coup, on voit aussi la complexité de la chose. Et effectivement, le premier réflexe des entreprises, c'est toujours de dire, moi, je ferais bien des choses, mais bon, moi, je suis quand même sur un marché hyper concurrentiel, j'ai aucune chance si je commence à faire ça. Donc, on voit bien qu'on a besoin de se doter de règles collectives qui modifient complètement la donne. Il y a un exemple que j'aime bien donner aussi, qui est celui, par exemple, d'une entreprise qui se dit, moi, je veux faire quelque chose de bien pour la planète, je vais fabriquer des gourdes. Puis ces gourdes, je vais les fabriquer le plus écolo possible. Donc, ils travaillent avec des cabinets, ils font des choses très bien. Sauf que le modèle économique de cette boîte, c'est le modèle économique de toutes les boîtes, c'est-à-dire qu'il faut en produire beaucoup. Donc, ce qui fait qu'on a tous 3-4 gourdes, on est d'accord, hein. Voilà. Donc, on change quoi avec ça? Et effectivement, donc, les entreprises doivent réinventer leurs modèles économiques. Aucune entreprise n'y arrivera toute seule, c'est complètement illusoire. Donc, on a besoin aussi d'une réflexion. Alors là, il y a des réflexions sur la comptabilité verte au niveau européen qui sont assez intéressantes, mais aussi assez insatisfaisantes, parce que c'est très difficile, en fait, de changer cette mécanique-là. Mais la façon dont on compte dans les entreprises aujourd'hui constitue vraiment l'un des points limites les plus forts. Et les entreprises, en fait, ne changeront pas, effectivement, si elles n'ont pas des orientations claires de la part de la puissance publique. Donc aujourd'hui, le discours de la puissance publique consiste à dire on ne peut pas bouger, les entreprises ne veulent pas, et les entreprises disant on ne peut pas bouger parce que la puissance publique ne bouge pas. On voit bien qu'on est un peu dans une difficulté. Mais ça va se jouer, et là, on est sur du structurel, en fait. Ça va se jouer sur ces instruments de pilotage, sur la manière dont on définit la performance économique, et pour éviter, effectivement, d'avoir ce treadmill, en fait, cette accélération permanente de la production, parce que c'est la seule façon aujourd'hui dont on sait produire de la valeur. Et c'est ça, en fait, qui fabrique une partie de nos modes de vie et qui les accroche, en fait, à cette surconsommation. Donc, on a besoin de passer par là, en fait, par le cœur du système. Et finalement, en fait, les modes de vie qui sont aujourd'hui les cibles principales de l'action publique, en fait, sont des résultantes de tout ça. Mais il y a évidemment cette question des modifications structurelles, mais il y a aussi quand même une question peut-être d'imaginaire. C'est-à-dire que ce dans quoi on se projette, et je pense dans beaucoup de catégories de la population, c'est quand même que ce qui est jugé intéressant, positif, qui nous fait avancer, c'est quand même aussi de consommer beaucoup, de posséder beaucoup. Et donc ça, c'est très difficile de changer ça, parce que quand bien même la puissance publique viendrait et dirait, à partir de maintenant, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça, etc., il y a un certain nombre de gens qui l'accepteraient pas parce que c'est pas ce à quoi ils aspirent. Et donc, je ne sais pas comment vous voyez cette question-là, de dire, de travailler aussi sur ce changement de représentation qu'on a sur ce qui est bénéfique pour nos vies et aussi pour le climat. Alors, ce qui est sûr, c'est que la sobriété, c'est pas, a priori, le rationnement.
Et c'est compliqué parce que l'année dernière, on a probablement eu une sorte de confusion sur cette notion de sobriété. La sobriété, c'est pas du rationnement, ça ne devrait pas être non plus de la pauvreté. Il y a un économiste qui s'appelle Éloi Laurent qui dit que la sobriété, c'est un horizon dans lequel on met des ressources limitées au service de besoins raisonnés. Et dire ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de choses négatives dans tout ça, à condition de penser ça collectivement et de faire en sorte que cette sobriété ne soit pas subie. Donc ça, pour moi, c'est un point très fort qui est de savoir comment on peut collectivement gérer ce qui va nous arriver dessus, qui est une baisse progressive des flux d'énergie et de matière. Après, sur ce qui est des imaginaires, et la puissance des imaginaires à réinventer, etc., je suis absolument pas capable de répondre à la question. Et moi, j'aime pas cette question des imaginaires, j'y reviendrai. Mais sur la question de la puissance publique, quand même, la puissance publique peut faire des choses. On oublie quand même que cet encouragement, en fait, à ces modes de vie carbonés a été très largement soutenu par des politiques publiques. Les politiques publiques d'aide à l'accession à la propriété, par exemple, d'étalement urbain, qui font finalement du mode de vie pavillonnaire un horizon en fait très appréciable pour une partie de la population, a aussi constitué, alors on ne l'a pas fait encore à la mode américaine, mais a constitué en fait les conditions sociales et économiques de ces modes de vie qui sont très dépendants de la voiture. Pour parler à nouveau de la voiture, les primes à la casse qui ont été dans les politiques publiques très longtemps ont quand même encouragé ce renouvellement du parc automobile. Alors, aussi parfois avec des arguments écologiques, par exemple en disant que les véhicules seraient moins polluants, plus performants, etc., mais ont aussi encouragé en fait des modèles de production qui avaient besoin de vendre, de renouveler en fait. Donc, la puissance publique, en fait, il ne faut pas négliger les effets assez forts qu'elle peut avoir dans ces orientations. Alors après, s'agissant de la sobriété, je suis effectivement d'accord qu'il y a une énorme confusion, en fait, dans ce que sont ces questions de sobriété. Alors déjà, il faut comprendre qu'une sobriété de la consommation dans une organisation économique et sociale qui encourage la production de masse, franchement, c'est impossible. Je ne vois pas, même en étant très économiste, ça ne peut pas marcher. Donc, la sobriété, il y a un moment, il va falloir qu'elle démarre du côté de la production. Je ne vois pas comment nous pourrions imaginer, en fait, des modes de vie sobres dans ce contexte-là. Donc ça, c'est le premier élément. Après, effectivement, la sobriété n'est pas le rationnement, ça n'est pas la gestion d'une crise énergétique. La sobriété, c'est repenser des modes de production et de consommation dans un contexte de ressources rares, qui suppose que ces allocations de ressources soient repensées dans des perspectives de prise en compte des inégalités sociales. Donc, il y a derrière un exercice démocratique. C'est-à-dire, effectivement, donc, il y a des essais aujourd'hui qui vont dire il y a ce qui est acceptable, il y a ce qui n'est pas acceptable, il y a ce qui est de luxe et il y a ce qui est de nécessité. On est dans le jugement normatif, c'est très compliqué. Et après, on pourrait imaginer plutôt un exercice démocratique dans lequel on débattrait de ce que c'est qu'en fait l'allocation de ressources rares qui permettrait en fait de gérer cette finitude de nos ressources planétaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui ne peut être porté que très haut. Alors, il peut y avoir, je sais qu'il y a des tentatives de réflexion au niveau territorial, par exemple, c'est assez intéressant, mais on voit bien que ça doit être porté très haut. On est, pour l'instant, assez loin de tout ça. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses dans cet épisode. D'abord, dans l'échange avec Sophie Dubuisson-Kellier et César Dugast, mais aussi dans les débats parfois vifs qui ont eu lieu ensuite avec le public venu nombreux dans l'auditorium du Monde en ce soir pluvieux de mars. J'en retire plusieurs choses. La première, c'est bien sûr le fait de garder à l'esprit que les gestes individuels et les efforts collectifs, ils doivent toujours être pensés ensemble. D'abord parce qu'on a besoin de tous les efforts pour cheminer vers la neutralité carbone, ça paraît assez évident, mais aussi parce que tout ça peut être très contre-productif.
À force d'insister sur les petits gestes du quotidien, on épargne trop les pouvoirs publics et les entreprises, qui doivent aussi faire des efforts colossaux. Et à l'inverse, si on attend tranquillement sur son canapé que quelque chose bouge quelque part, dans une galaxie lointaine, on ne fait pas beaucoup avancer la boule de foin. J'aime bien la formule qu'emploie César Dugast. Les gestes individuels sont à la fois nécessaires et insuffisants. Ça, je crois que c'est assez pratique à réutiliser pour permettre de passer à autre chose dans les discussions familiales ou amicales sur le sujet. La deuxième brique qui me vient à l'esprit a beaucoup occupé les participants dans la salle. Vous parlez des gestes individuels, c'est bien tout ça, mais quels sont donc ces gestes efficaces pour le climat au niveau collectif ? Un jeune homme a même demandé « S'il vous plaît, donnez-nous votre top 3 des actions collectives qui ont un impact ». Il me semble que la question à se poser ici, c'est « Où est-ce que je peux agir pour avoir un impact important ?» Je crois que pour beaucoup d'entre nous, la réponse est souvent dans le collectif. Dans une association de parents d'élèves ou de quartier, au sein de l'entreprise où on travaille, ou de l'établissement où on enseigne, où on étudie. Je ne peux pas faire de classement, mais j'ai publié dans une édition de l'infolettre Chaleur humaine des exemples assez simples. Se former à la question climatique, par exemple. Lancer une initiative dans son entreprise pour réduire les émissions. S'investir dans sa copropriété. Quand on y réfléchit, toutes ces actions sont au croisement de notre effort individuel et d'une action collective dans laquelle on se mobilise avec d'autres dans la bataille climatique. Une parenthèse me vient d'ailleurs. Ça fait écho à l'un des premiers épisodes de Chaleur humaine avec la pédopsychiatre Lélia Benoît qui travaille sur l'éco-anxiété. Et justement, sur cette question de l'angoisse climatique, elle disait une des manières les plus efficaces d'y faire face, c'est de s'investir, pas seul, mais collectivement, dans des actions locales pour ne pas déprimer. Et je trouve que c'est assez intéressant l'idée de se dire, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau individuel pour ne pas se sentir seul face à l'immensité du problème climatique. Et en même temps, c'est probablement ce qu'il y a de plus efficace pour s'entraîner soi-même et les autres à changer le modèle dans lequel on est. Troisième point soulevé par plusieurs des personnes présentes. Une auditrice fidèle du podcast a demandé pourquoi on n'interdit pas la publicité, puisque c'est elle qui nous donne envie d'acheter. Et un autre participant s'est interrogé sur cette question des imaginaires. En les écoutant, j'ai repensé à plusieurs épisodes de Chaleur humaine, sur l'industrie textile avec Julia Faure, sur comment on nous fait acheter toujours plus d'habits, sur l'alimentation avec Karine Barbier, sur la mauvaise réputation de celles et ceux qui refusent parfois de manger de la viande, ou plus récemment sur l'emploi avec Dominique Méda. À chaque fois, on bute sur la même botte de foin. Les gouvernements hésitent à mettre en œuvre des politiques climatiques cohérentes en se disant que ça va déplaire aux gens, que les idées de sobriété, de consommer et de produire moins, ça ne va faire rêver personne. Voire que ça va susciter une levée de bouclier ou une levée de botte de foin. Comment faire pour que ce soit plus cool dans toutes les couches de la société de conduire un vélo plutôt qu'un SUV, de protéger la forêt plutôt que le supermarché ? Est-ce que la manière dont nos désirs ont été construits ces dernières années peuvent évoluer ? Je n'ai pas la réponse à ces questions, bien sûr, mais ça me semble une excellente piste pour un prochain épisode de Chaleur humaine. En attendant, il y aura très certainement un prochain épisode en public en juin, en lien avec un projet formidable de la rédaction du Monde sur le changement climatique, mais chut, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, si vous souhaitez vous inscrire pour un prochain épisode en public, vous pouvez d'ores et déjà le faire sur le site des Ateliers du Monde. Merci infiniment de votre écoute de ce premier épisode en public et merci à toutes celles et tous ceux qui ont bravé la pluie pour venir débattre avec nous. Un énorme merci à l'équipe du Monde Atelier, Kevin Hurtaud, Josépha Lopez, Justine Taillefer et Estelle Lavielle. Merci également à Cédric Rottier, Gilles Godertier et Aïchot pour la réalisation en direct. Chaleur humaine est un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli avec Esther Michon et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Chaleur humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si ce format d'épisode avec 2 invités vous a intéressé, si vous avez envie d'assister à d'autres épisodes en public ou si vous avez tenté des gestes collectifs pour la transition. Vous pouvez m'envoyer, comme toujours, vos critiques, vos avis et un petit pot de crème d'artichaut à l'ail à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à commenter sur les plateformes de podcast et enfin à vous inscrire à l'infolettre Chaleur humaine, c'est gratuit et c'est tous les mardis. Vous êtes courageuses et courageux d'être restés jusque-là, bravo. Je peux donc vous révéler qu'il n'y aura pas d'épisode de Chaleur humaine la semaine prochaine, mais qu'on se retrouve le 9 mai avec un épisode consacré à comment limiter la place de la voiture individuelle. En attendant, merci pour votre écoute et bravo d'être restés jusque-là. À bientôt.